Bon après-midi à tous, bienvenue sur Vox Africa. Nous sommes en direct sur nos différentes plateformes digitales pour cette grande première de l'Afrique en débat. L'Afrique en débat, c'est une émission qui veut mettre l'actualité africaine au centre des préoccupations des Africains. Et pour cette première, nous avons plusieurs sujets. D'ailleurs, dans le cahier de l'actualité, nous allons parler bien évidemment de la Côte d'Ivoire avec le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui rebat les cartes sur la scène politique ivoirienne. Nous parlerons du Mali où la crise est de plus en plus forte entre le président et ceux qui sont opposés à lui. Et nous allons parler du Cameroun avec les négociations entre le gouvernement et les leaders des mouvements sécessionnistes. Le plat de résistance de cette émission sera consacré à l'identité africaine parce que nous allons, grâce à notre invité, nous intéresser à l'un des plus grands savants qu'ait connu le continent africain. Il s'agit du Sénégalais Cheikh Anta Diop, autant pour moi. Donc voilà un peu le décor planté pour cette émission. Je vais accueillir notre invité principal pour cette grande première. C'est le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qu'on ne présente plus. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Jules Domtier. Je suis très heureux d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un peu notre cobaye pour cette grande première en direct de nos studios ici. Merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. En tout cas, c'est un honneur pour moi d'être ici. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, madame, monsieur, nous allons feuilleter les cahiers de l'actualité avec un invité spécialisé des questions d'actualité. C'est monsieur Polycarpe Essomba, qui est correspondant de Radio France Internationale au Cameroun. Avant de l'accueillir sur ce plateau, je vous propose de découvrir ce sujet de Valère Bouguet qui nous plante un peu le décor sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ces derniers jours. Le décès du Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly vient remettre à plat les cartes de la présidentielle d'octobre 2020. L'enjeu est d'autant plus important pour le RHDP qui se trouve dans l'obligation de désigner un nouveau porte-étendard censé faire consensus. Un grain difficile à moudre lorsqu'on sait que les appétits de pouvoir s'expriment de plus en plus au sein de ce regroupement politique. Le président Alassane Ouattara se trouvant dans la quasi-impossibilité de revenir sur la sellette, puisqu'ayant déjà annoncé sa retraite, le boulevard s'ouvre à certains jeunes leaders politiques considérés comme de la nouvelle génération. Cependant, la crainte est de positionner un jeune loup aux dents longues, mais dont les armes semblent mal affûtées pour cette guerre électorale. Le manque d'expérience politique pourrait lui être fatal. Quel serait donc le profil idéal pour succéder à Amadou Gon Coulibaly? Bénéficiera-t-il du plein soutien de la base du parti? Que peut l'opposition face à ce nouvel enjeu? Wait and see. Nous sommes de retour sur ce plateau de l'Afrique en débat et j'accueille un confrère, Polycarpe Essomba. Polycarpe Essomba, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci d'être sur le plateau de l'Afrique en débat. Alors, je ne vous présente plus le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Bonsoir, Polycarpe Essomba. Alors, Polycarpe, l'actualité de cette semaine en Afrique, c'est incontestablement la Côte d'Ivoire. Un événement totalement inattendu, on le savait malade, même très malade, mais il avait donné tous les signes d'encouragement avec son retour en Côte d'Ivoire. Et c'est en plein Conseil de ministres qu'un malaise l'a surpris et jusqu'au décès. Je parle là, vous l'avez bien compris, du désormais ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. Alors comment est-ce que vous avez vécu cette actualité? Actualité triste pour la Côte d'Ivoire évidemment, triste pour le RHDP qui avait investi tous ses espoirs en cette personnalité, triste pour l'Afrique en somme. Mais qui, ma foi, pour ceux qui sont férus de l'actualité ivoirienne, ne surprend pas plus que ça, parce que, vous l'avez rappelé, le Premier ministre Gon Coulibaly était un grand malade depuis de longues années, on le savait déjà. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait une crise, il avait notamment des problèmes cardiaques, il me semble que ça remonte à une dizaine d'années à peu près maintenant. Et sa récente hospitalisation à Paris a quand même duré 2 mois. C'est dire si c'était pas un simple rhume. Et bon, quand on l'a vu revenir à Abidjan, et puis tout le spectacle, on va dire la mise en scène par le chef de l'État, ce qui est quand même inédit dans les protocoles sous les tropiques, dans le protocole sous les tropiques, de voir un chef d'État venir accueillir au pied de la passerelle son collaborateur. Lui dérouler un discours plein d'affection, d'estime, de considération, et à la réponse du Premier ministre derrière, qui elle aussi était empreinte de beaucoup de convivialité. On a dit, bon, peut-être
qu'il est suffisamment requinqué, mais on sentait quand même, pour ceux qui connaissent le personnage, que même dans son élocution, il n'était pas complètement remis, surtout qu'il revient comme ça à quelques mois, il revenait à quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle pour rentrer directement dans le feu de l'action, justement. Politique qui nécessite un fort engagement physique, un fort engagement mental, psychologique et tout. Donc, ma foi, on n'est pas surpris plus que ça, malheureusement, par ce qui lui est arrivé finalement. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pondy, vous êtes un spécialiste des relations internationales et j'ai envie de dire des relations internationales africaines. Vous, ce type d'événement, comment est-ce que vous le percevez? Moi, je pense que dorénavant, il faut prendre soin de bien analyser et d'avoir aussi j'allais dire, des plans B. Quand il y a un seul plan qui est présenté, sans aucune alternative possible ou pensée, on se retrouve franchement pris dans un étau. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Ils n'ont pas pu imaginer que ce scénario puisse se dérouler. Et comme le disait tout à l'heure Polycarpe, effectivement, ce n'est quand même pas quelqu'un qui n'a pas montré des signes antécédents, qui n'a pas montré une mauvaise santé. Donc il eût été quand même... Mais on misait peut-être sur la jeunesse, parce qu'il n'avait, entre guillemets, que une soixantaine d'années. Vous savez, il y a des gens qui meurent de crise cardiaque à 20 ans. Donc c'est pas vraiment ça, c'est pas une question d'âge. Mais c'est une question, quand on est dans un système politique, je crois qu'il faut voir aussi assez loin. Essayer d'abord mes condoléances, bien sûr, au peuple ivoirien, mais ça doit être une leçon pour dire qu'il ne faut pas juste avoir une seule alternative et pas d'autres possibilités. Mais on verra, peut-être qu'on va un peu vite en besogne, peut-être qu'il y a effectivement des plans B, C et D qui ont été préparés. En tout cas, au sein du RHDP, ils l'ont dit à suffisance, il n'y a pas de plan B. Et on a bien le sentiment aujourd'hui qu'ils sont un peu au dépourvu. Avant d'y arriver, je voulais quand même, Polycarpe, qu'on réagisse sur les hommages de la classe politique ivoirienne. On a vu quand même... Toute tendance confondue, qu'on est rendu. Est-ce que selon vous, on va faire journalistes, est-ce que selon vous, ce sont des hommages circonstanciels ou vous y percevez une forme de sincérité par rapport aux différentes déclarations? Nous sommes en Afrique, vous savez que le temps du deuil, c'est quand même un temps où les gens... C'est un temps sacré, c'est un temps où les gens sont dans le recueillement. On peut, en tant soit peu, mettre entre guillemets les batailles politiques pour saluer la mémoire du disparu. Ce d'autant plus que Amadou Gon Coulibaly, de manière presque, j'allais dire, unanime, était quand même présenté comme quelqu'un de suffisamment modéré, très affable, courtois, loyal. Donc, il n'y avait pas grand-chose à lui reprocher. Le président lui-même le considérait comme quasiment son fils. Et même au sein de l'opposition politique en Côte d'Ivoire, j'ai suivi des propos très élogieux qui lui ont été adressés. Que ce soit ceux de Guillaume Soro, Henri Konan Bédié, ainsi de suite. Le président Laurent Gbagbo, parce qu'il faut rappeler aussi que Amadou Gon Coulibaly a collaboré, bien sûr. Il a été ministre dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. 96 et... Non, pas 96. Oui, dans le premier gouvernement de Laurent Gbagbo, il a fait 3 ou 4 ans dans le gouvernement de Laurent Gbagbo. Donc c'est un personnage assez conciliant. Il fallait saluer sa mémoire, le temps que... Voilà, c'est un triste événement. Et le temps de la politique va revenir très rapidement, je n'en doute pas. Mais il est déjà revenu, ce temps. Il est déjà revenu. Et je voulais vous relancer là-dessus avec la sortie d'Adama Bictogo, qu'on connaît l'un des principaux personnages du RHDP. Le patron politique, quasiment, du RHDP. Qui cette semaine a jeté une sorte de pavé dans la mare en indiquant que toutes les cartes étaient possibles. Enfin, on pouvait envisager tous les scénarios, y compris en termes de nouvelles candidatures, celle du président sortant, qu'on sait officiellement hors jeu, puisqu'il a formellement indiqué lui-même en mars dernier. Donc, il a dit en substance qu'il appartient au président de prendre le temps de la réflexion, d'indiquer la direction qu'il souhaite prendre. Évidemment, le débat court au sein du RHDP en ce moment pour voir quelle pourrait être la bonne solution. On évoque d'autres possibilités. On parle beaucoup d'Ahmed Bakayoko, que certains voyaient déjà le très populaire Ambak, le ministre de la Défense. Il y a aussi le secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi, qui présente aussi un profil intéressant. Il est d'ailleurs perçu comme étant
un travailleur acharné, un technocrate, un homme de dossier, qui a travaillé aussi sous le gouvernement de Laurent Gbagbo et qui, ma foi, peut aussi être une bonne carte. Et en dehors des deux, il y a d'autres qui peuvent éventuellement on reviendra sur ces différents profils tout à l'heure. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, je voulais voir avec vous. C'est vrai qu'on a dit il y a le deuil, c'est une situation très triste, mais on se rend compte que dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, on n'a pas vraiment beaucoup le temps de faire le deuil. L'élection est très vite arrivée en octobre. Le RHDP doit devoir automatiquement se redéployer. Et on entend de plus en plus des gens évoquer un potentiel retour du président sortant Alassane Ouattara, qui avait fait une belle déclaration, qui avait marqué les esprits, qui a été salué. Est-ce que vous pensez, vous qui avez l'habitude des milieux diplomatiques, qu'il peut avoir un rétropédalage d'Alassane Ouattara avec la mort de Amadou Gon Coulibaly? À mon sens, s'il n'est pas aussi confiant en ses potentiels successeurs que ce ne fut le cas pour celui qui vient de décéder, ce n'est pas exclu. Moi, je pense qu'avec ce serait grave. Avec les hommes politiques, il ne faut jamais dire ceci n'arrivera jamais. Il vous dira que ce n'est pas de sa faute, il vous dira qu'il était bien intentionné, mais en droit, on peut parler d'un cas de force majeure. Mais est-ce que ce serait une bonne chose pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que ce serait une bonne chose pour la démocratie? Est-ce que ce serait un bon signal pour le changement, c'est-à-dire l'alternance des élites au pouvoir? Je pense que là, la réponse est non. Ce ne serait pas un bon signe. Mais je ne suis pas prêt à dire que ça n'arrivera jamais. Oui, et c'est sûr, à Abidjan, que le choix d'Amadou Gon Coulibaly comme dauphin n'était déjà d'ailleurs pas... Oui, il faut dire qu'il ne faisait pas l'unanimité. Il faut dire que ce choix ne faisait pas déjà l'unanimité au sein du RHDP. Ce que je veux dire, c'est que d'aucuns vont jusqu'à dire que dans les calculs du président Ouattara, sachant Amadou Gon Coulibaly malade, même s'il n'est pas... Est-ce que ce n'est pas de la pure spéculation? Oui, mais ça se dit sur la scène politique. On peut savoir quelqu'un malade, mais il n'est pas possible de prévoir la mort de quelqu'un. Lorsqu'on sait combien, vous et moi, on connaît bien la scène politique ivoirienne, combien elle peut être rude. C'est pas... Mais c'est malsain, pas des enfants surtout de en plein deuil, je pense que c'est pas... C'est des choses qui se disent. Il faut que l'opinion le sache qu'on soupçonne le président Ouattara d'avoir délibérément porté son choix sur ce candidat-là, en faisant le pronostic, malheureusement, il est décédé, qu'il pourrait éventuellement lui arriver malheur en court chemin. Voilà, ce scénario s'est déroulé malheureusement pour Amadou Gon Coulibaly, et donc donner la possibilité... Mais il faut dire qu'on est là vraiment proche de la science-fiction. Et donc des gens estiment que toutes les larmes que verse la présidence ivoirienne en ce moment, ce seraient des larmes de crocodile, et puis, bon, j'aime quand même... Oui, 100%. En tout cas, c'est pas moi. C'est très ivoirien. C'est pas moi qui le dis. Et puis, n'oublions pas que le président Ouattara avait lui-même déjà aussi, peu avant de confirmer son retrait de la scène politique en mars dernier, indiqué qu'il pourrait éventuellement réévaluer sa position si ceux de sa génération venaient à être candidats. Là, on a... Oui, mais il avait dit bien avant d'avoir laissé, entre guillemets, la place à Amadou Gon Coulibaly. Sauf qu'entre-temps, on a la candidature d'Henri Konan Bédié, qui a quand même 86 ans, qui est un ancien chef d'État. On va en parler, oui. On a il y a Laurent Gbagbo qui pourrait faire son donc la hantise est seulement de rentrer à Abidjan. Oui. On sait tous que pour le moment, ce n'est pas encore possible parce que voilà, il y a déjà l'appel du CPI contre l'acquittement dont il a bénéficié récemment. Il y a Guillaume Soro et tout. Donc on risque de se retrouver dans une configuration élection de 2010 avec les 3 dinosaures de la scène politique ivoirienne. Retour en arrière, je ne sais pas si ce serait une bonne chose. Ce serait un grand recul pour la Côte d'Ivoire. Donc on aurait Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Vous savez tout ce qui a précédé l'élection présidentielle 2010 avec ces 3 dinosaures. N'allons pas vite en besogne. Pour le moment, il n'y a que Bédié qui est déclaré, des 3. C'est le seul qui est déclaré. Alors justement, restons sur Henri Konan Bédié, professeur Jean-Emmanuel Pondy. Comme on l'a dit, Henri Konan Bédié, ancien chef de l'État, 86 ans, qui décide aujourd'hui d'être à nouveau candidat à l'élection présidentielle. Quel message? C'est pas seulement ancien chef de l'État, c'est ancien ministre des Finances. Bien sûr. Moi, depuis que je suis tout petit, j'entends ce nom, ça fait très très longtemps. Ça pose quand même le problème du renouvellement des élites. Je crois que c'est un problème sérieux. Est-ce qu'il n'y a vraiment pas possibilité
pour ces hautes personnalités qui ont déjà tout donné à la Côte d'Ivoire, d'estimer que le moment est venu, de manière honorable, de partir d'eux-mêmes, selon leurs propres décisions. Je crois que c'est vraiment ce qui est attendu, de toute manière. C'était d'ailleurs l'argument de Ouattara lorsqu'il a annoncé il faut passer le pouvoir à une nouvelle génération plus jeune, plus dynamique. Il prenait l'exemple sur lui, en disant qu'à mon âge, il y a des choses que je ne pourrais plus faire. Alors, parlant précisément d'Henri Konan Bédié, j'ai le sentiment, en tout cas pour observer un peu la scène politique ivoirienne, qu'il n'a jamais fait le deuil du pouvoir depuis qu'il en a été évincé en 1999, en décembre 1999. Il a toujours voulu se relancer. Son alliance avec Ouattara, semble-t-il, il y avait des accords qui stipulaient qu'en 2020, ce serait le PDCI, des accords qui, estime-t-il, ont été rompus. Donc sa candidature, c'est un peu comme pour venir régler en compte à son allié d'hier. Donc, et lorsqu'on regarde dans le rétroviseur avec ce départ qu'il n'a jamais véritablement digéré, on peut... Mais la vie est ainsi faite. Hein, voilà, lorsqu'il considère aussi qu'au Cameroun, on a un chef d'État qui a à peu près son âge, pourquoi lui il ne serait pas... Et puis il a dit dans sa déclaration de candidature qu'il fait don de sa personne à la Côte d'Ivoire. Vous voyez jusqu'où il peut pousser. On parle de renouvellement de génération, mais lui il estime qu'il est encore en capacité et que la Côte d'Ivoire a besoin de lui, donc il fait don de ses compétences, de sa personne. On va sortir sur la Côte d'Ivoire, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur deux profils qu'on a toujours présentés comme des amis ou des ennemis intimes. Guillaume Soro, Kibafori Soro et Ahmed Bakayoko. Est-ce qu'avec ce déroulement, on peut imaginer un retour en scène de Guillaume Soro qui était pressenti, rappelons-nous, à l'époque comme le protégé de Ouattara, et beaucoup le voyaient comme étant celui que Ouattara devait positionner pour 2020. Est-ce que Gon Coulibaly n'étant plus là, sachant que Alassane Ouattara a eu plus ou moins du mal à désigner, même si c'est quelque chose de déplorable, celui qui pourrait être son dauphin, puisque c'est une bataille rude, et il faut des gens qui ont de l'expérience, qui sont rompus à la tâche politique. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario, même s'il semble tiré d'un film de science-fiction? À mon avis, c'est un peu difficile. C'est vrai que Guillaume Soro, ça fait quoi, 15-20 ans qu'il est sur la... Il est encore très jeune, mais ça fait quand même déjà un vieux routinier de la scène politique ivoirienne. Mais d'imaginer qu'il puisse revenir au premier plan, en tout cas, pour cette élection présidentielle, ça me semble assez délicat, d'autant qu'on le sait tous, il est en exil, il vit en exil, il a été condamné. Mais on est en politique, comme le disait le professeur. Oui, mais bon, quitte à considérer que tout le procès qui lui a été fait était dans l'intention d'éliminer un adversaire et que voilà, l'exécutif peut empiéter comme ça sur des décisions de justice, ce serait quand même... Mais on a très bien vu que même la manière dont il a été mis en... Et puis il est frappé de 5 ans, il est frappé de 5 ans d'inéligibilité. Bon, peut-être peut-il, comme hier... dans une sorte d'arrangement politique, parce que... Ce que je veux dire, c'est qu'il peut avoir le rôle de faiseur de roi, comme en 2010. On sait bien que, comme en 2010 et en 2015, avec son alliance avec Ouattara, on sait qu'il est parti, il a copiné un peu avec tous les gros dinosaures, il a copiné avec Gbagbo, qu'il a trahi. Tout le monde, Guillaume Soro, il a cette particularité de parler avec tout le monde. Voilà, aujourd'hui, il est... on va dire courtisé par le PDCI. Donc, est-ce qu'il n'a pas suffisamment de ressentiment vis-à-vis de Ouattara pour renforcer la candidature d'Henri Konan Bédié? Il y a encore, mais quitte à le considérer comme lui-même potentiel candidat, je pense que les délais sont quand même relativement assez justes, assez courts pour l'imaginer. Alors, terminons sur Ahmed Bakayoko. On a l'impression que c'est un personnage très populaire, vous l'avez dit, et il a aussi la particularité avec Guillaume Soro, je ne sais pas comment il réussit à faire ça, il parle à tous les camps, c'est-à-dire qu'Ahmed Bakayoko, il parle à la fois au camp Gbagbo, il parle un peu à tout le monde. Pourquoi on a l'impression, quand on le voyait comme étant celui qui devrait être candidat à la candidature, pourquoi on a l'impression qu'il y a un blocage au niveau d'Ahmed Bakayoko?
Bon, Bakayoko, il est jeune, il est fougueux, il est enthousiaste, il parle à tout le monde, il aimé les jeunes. On a vu tout ce qui s'est passé, je rappelle un événement douloureux autour de la mort d'un artiste. Ça ferait un bon profil. Ça aurait pu faire un bon profil, mais lui-même, pour l'instant, se réserve un peu de s'exprimer sur ses intentions. Par loyauté à Ouattara. À Ouattara, effectivement, parce qu'il doit tout aussi. Si jamais il doit y arriver, il faudrait qu'il soit adoubé. Oui. Malheureusement, il semble aussi traîner beaucoup de casseroles. Donc, bon, en politique, tout peut être pardonné. Si vous êtes choisi par le peuple, mais bon, voilà. Voilà. Pourquoi pas? Alors, on va sortir sur la Côte d'Ivoire. On aura l'occasion de revenir largement sur la Côte d'Ivoire parce que cette année, c'est une année charnière pour la Côte d'Ivoire. Donc, on a largement le temps. Alors, on va rester en Afrique de l'Ouest et on va tout à côté de la Côte d'Ivoire, c'est au Mali, avec le président Ibeka qui est, comme qui pourrait le dire, dans des salles gras. Ça ne va du tout pas. La rue est en colère et le fait savoir. Nous avons vécu vendredi dernier des manifestations impressionnantes avec un bilan de 4 morts, si je ne m'abuse. Absolument. Et il y a eu des arrestations, donc la situation est vraiment en train de se compliquer. Pour planter le décor, je vous propose de suivre cet autre élément de Valère Bouguet et nous revenons sur le plateau pour en parler. Le torchon brûle entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et l'imam Mahmoud Dicko. Les deux amis d'hier se regardent aujourd'hui en chien de faïence. Ceci, malgré la main tendue du président Ibeka à la classe politique contestataire. L'offre d'un gouvernement d'union nationale n'a pas estompé les ardeurs de rupture et de démission prônées par le mouvement du 5 juin dirigé par l'imam Dicko. Alors que le pays est déjà en proie à une grave crise sécuritaire difficile à gérer, l'avènement de cette autre crise politique ne serait-elle pas la goutte d'eau qui fera déborder le vase? Le risque d'implosion plane de plus en plus sur le pays. L'échec de la médiation CEDEAO dans la résolution de la crise semble être un facteur qui témoigne de l'ampleur de ce phénomène. L'imam Dicko a-t-il emprunté le chemin de non-retour? Comment ramener les protestataires sur la voie du dialogue? Ibrahim Boubacar Keïta joue-t-il sa dernière carte? La suite nous le dira. De retour sur le plateau de l'Afrique en débat, alors Polycarpe Essomba, le Mali, rien n'y va plus. La crise est de plus en plus profonde. Comment il va faire pour s'en sortir? Ibrahim Boubacar Keïta, qui, rappelons-le, a été élu il n'y a pas très longtemps, réélu il n'y a pas très longtemps. Ah, c'est une grosse question. Comment il va faire pour s'en sortir? Surtout, comment le Mali va faire pour se sortir de cette autre crise? Parce que quand même, c'est un pays qui enchaîne des crises. Ce qui m'impressionne, c'est cette capacité, enfin, c'est des sociétés, en tout cas en Afrique de l'Ouest, qui sont extrêmement politisées dans le bon sens du terme, avec des fortes capacités de mobilisation. Vous voyez dans les rues à Bamako, des centaines de milliers. Enfin, la dernière grosse manifestation, les organisateurs avaient indiqué qu'ils avaient pu rassembler 200 000 personnes. Ouais. Quand même, il faut imaginer 200 000 personnes. Vous avez un conglomérat d'acteurs politiques avec des religieux, avec des acteurs de la société civile qui fédèrent tous contre un gouvernement qu'on estime complètement défaillant. Parce qu'il faut peut-être voir d'où part la crise. Justement, on peut revenir là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'on reproche à Ibeka aujourd'hui de manière fondamentale? À son pouvoir, à son régime, une incompétence totale. Et à tous les niveaux, sur le plan économique, sur le plan social. Il n'a pas et notamment la gestion de la question terroriste. Voilà, il n'a pas réussi à contenir les djihadistes. Le pays est quasiment partitionné. Il y a des crimes indicibles qui se déroulent au nord du Mali. Et puis, il est venu se greffer à tout cela les résultats des dernières élections législatives que l'opposition estime avoir été tronquée, y compris le président de l'Assemblée nationale est contesté dans sa légitimité. Et ce conglomérat de faits a fédéré contre Ibrahim Boubacar Keïta toute la classe politique, j'allais dire ivoirienne, mais malienne, ouais. Avec extension à la société civile et à des leaders religieux. Vous voyez un imam aujourd'hui très populaire qui a le verbe haut, qui peut à lui seul rassembler autant que les leaders politiques. Lorsque vous avez un tel cocktail contre vous, c'est difficile. Et vous avez la CEDEAO dans tout ça qui
enfin, peut-être qu'on va y arriver, poser peut-être le problème de la question de la médiation de la CEDEAO, qui elle aussi est empêtrée dans cette crise, oui. et qui n'arrive pas à concilier, parce que les positions sont totalement diamétralement opposées et figées, entre la volonté d'Ibrahim Boubacar Keïta à tenir le gouvernail et la volonté de la rue à le pousser, à le bouter hors. Des gens pensent qu'on est parti pour un scénario à la burkinabé, c'est-à-dire que si le pouvoir malien n'entend pas raison, la rue est partie pour le sortir du palais. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pondy, ce qu'on vit au Mali aujourd'hui est assez frappant et interpelle. Parce que, comme je le rappelais fort à propos, Ibrahim Boubacar Keïta, il vient d'être réélu. Et à peine il a été réélu que la rue veut le bouter hors. Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre, dans ce cas de figure aussi, en quelque sorte, la démocratie en péril? Bon, je crois que ça convoque quand même une relecture du sens de cette réélection. On ne peut pas parler de sincérité dans les chiffres, dans les intentions, et se retrouver si peu de temps après dans un marasme aussi profond. Donc ça veut dire que soit ces chiffres ne reflètent pas la sincérité des intentions, soit il s'agit d'une mascarade, tout simplement. Parce que comment comprendre cela? La deuxième réaction que j'aurais, c'est de dire, nous nous sommes bien éloignés du système politique africain qui est basé sur le consensus. La base du système politique africain, c'est le consensus. On ne peut pas s'imposer, parce que ce qui est en train d'apparaître là maintenant, c'est une sorte de forcing. C'est-à-dire on dit, vous ne voulez pas de moi, mais je serai là de toute manière. Ivo Tokara, qu'il a été élu, et par les mêmes Maliens. Malheureusement, il va peut-être réaliser le pire le pire consensus qu'on puisse vouloir, c'est-à-dire le consensus contre lui. Contre lui. Et je pense que là aussi, il faut savoir que le système politique est un système qui a quand même ses normes. Vous ne pouvez pas être un dirigeant à un poste qui tient un gouvernail où on ne veut pas de vous, d'une part, et de deux, où vos capacités sont remises en doute. Parce que le leadership, c'est quoi? C'est justement la confiance en la capacité de diriger quelque chose ou un peuple. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, professeur Jean-Emmanuel Pondy, de céder? Est-ce qu'on ne va pas, en cas justement où il accepterait de céder, donner l'impression que le pouvoir désormais est dans la rue et qu'à tout moment, pour une raison ou une autre, si vous arrivez à mettre des gens dans la rue, le chef démissionne? Mais Jules, le principe de la République, c'est que votre patron, c'est le peuple. C'est ça le principe. Vous n'êtes qu'un délégué. Le peuple vous délègue un pouvoir pour un certain temps, peut vous le confier, peut vous le confirmer ou peut vous le retirer. Oui, sauf que dans ce cas, il est compliqué de savoir si c'est la majorité des Maliens qui sont dans cette posture. C'est peut-être pas parce que les anti-IBK se font le plus entendre qu'on peut conclure que effectivement le peuple ne veut pas. D'où la question que le professeur posait d'entrée de propos sur cette question, sur la sincérité des résultats. On s'arrête sur ce qu'on a. L'élection a été faite, il est établi. Oui, mais Jules, quand vous avez quand même, disons, Obama, disons même 10 000 ou 20 000 personnes dans la rue, ça Mali, interpelle. Ça interpelle dans une ville comme Bamako, qui en compte je ne sais pas combien. C'est quand même, et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première manifestation. Et que vous arrêtez à tour de bras des opposants politiques, que vous faites tuer des manifestants, vous permettez que l'armée tire à balles réelles. Vous avez évoqué ce week-end 4 morts, peut-être plus pendant ces manifestations. C'est bien que vous êtes un pouvoir qui a du mal, qui ne résiste que par la force. Donc il faut aussi, en tant soit peu, écouter ces gens-là. Pourquoi ce bruissement soudain et intense. Pourquoi et lorsqu'on vous dit que, lorsqu'on va évaluer le bilan de ce monsieur, de cette présidence, que vous avez, il n'a pas pu, hein, il faut aussi dire les choses comme elles sont, contenir la montée des irrédentismes djihadistes. Il vous rétorquera que ce n'est pas lui seul, c'est une affaire qui est assez complexe. Malgré l'intervention des puissances étrangères, notamment de la France, il est en faillite complète de gouvernance depuis de longues années. Le Mali n'est pas déjà un pays, on va dire,
qui peut se targuer d'une certaine santé économique, si en plus de ça, vous devez ajouter autant de tensions Mais l'une des raisons aussi, et c'est un pays immense. Mais l'une des raisons aussi pour Polycarp Essova qui justifie, et on a entendu plusieurs membres du gouvernement, même le Premier ministre en parler, c'est que Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas eu un Mali aussi simple à gérer. La question du terrorisme que vous évoquez a fait en sorte que l'État soit englué dans des situations de plus en plus complexes. Est-ce qu'on peut à la fois attendre qu'on gère un problème éminemment sécurité et avoir des performances économiques en même temps? Parce que surtout quand on sait ce que ça coûte. Il a semblé déléguer la gestion de ces affaires-là, notamment le combat contre le terrorisme à d'autres. Ouais. C'est ce qu'on reproche au gouvernement malien. En pensant qu'une fois que les Français seront arrivés avec leurs grands sabots, la chose allait se régler. Là, on n'a jamais senti véritablement l'armée malienne en capacité de pouvoir pousser hors, de bouter hors les Tchadiens. Voilà. On ne peut pas sous-traiter des questions de souveraineté comme ça, comme celle-là, qui concerne l'intégrité d'un territoire à des forces étrangères. Et sur le Mali, on va sortir là. Que peut faire la CEDEAO, professeur Jean-Emmanuel Pondy? Que peut faire cette institution qui est souvent perçu comme un syndicat de chefs d'État? Là est tout le problème, justement. Là est tout le problème. Je crois que le feu vert doit être donné par l'un de leurs pairs, c'est-à-dire le président malien lui-même. C'est lui qui détient la clé de ce problème. Et à mon avis, c'est symptomatique quand même d'une façon de gérer qui ne correspond plus au contexte d'aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons des réflexes qui datent des années 70, maximum des années 80, mais la donne a changé. Et au Mali, comme disait Polycarp, je crois que la rue est quand même un baromètre. C'est un baromètre important. Mais parce que dans d'autres pays, vous n'avez pas ce baromètre, qui est supprimé d'emblée, alors que là, il peut quand même, malgré tout, s'exprimer et donc recueillir la véritable volonté, non seulement dans les sites urbains, mais aussi dans les sites ruraux. Justement. Alors, nous allons sortir de ce cahier d'actualité avec un sujet. Nous partons de l'Afrique de l'Ouest pour venir en Afrique centrale et nous venons au Cameroun. Depuis plusieurs jours, beaucoup de bruit. Et à propos des négociations entre le gouvernement camerounais et les leaders du mouvement sécessionniste au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun, nous suivons cet élément et nous revenons pour en parler. Le conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun semble prendre de plus en plus des proportions inquiétantes. Malgré la tenue du grand dialogue national il y a 9 mois, les armes continuent de crépiter dans cette partie du pays. Alors que des informations circulaient enfin sur un début de pourparlers entre le gouvernement camerounais et les leaders séparatistes incarcérés à la prison de Konengi à Yaoundé, le communiqué du ministre de la Communication est venu tempérer l'optimisme de certains. Que retenir donc de la rencontre gouvernement-leaders séparatistes en vue de régler définitivement la crise dite anglophone? À quel niveau se situe la pompe de discorde? Pourquoi perçoit-on une faible implication de la communauté internationale dans cette crise politique? Au fond, quelle est la recette magique pour arrêter la guerre dans cette partie du territoire camerounais? De retour sur le plateau de l'Afrique en débat. Alors, Polycarp Essova, on vous a écouté sur RFI sur la question. Que se passe-t-il clairement? Il y a négociation, y a-t-il pas négociation? Qui a vu qui pour parler de quoi? Vous êtes mieux placé pour nous dire. Enfin, ce qu'on peut dire d'entrée, c'est que le point de fixation par rapport à cette actualité, c'est le communiqué que diffuse le lendemain de cette supposée première rencontre entre les leaders séparatistes incarcérés dans la prison centrale de Yaoundé-Kondengi et des émissaires du pouvoir. C'est dans ce communiqué que signe Julius Sissoko Ayuk-Tabi. Jusque-là, rien n'avait fuité. Et dans ce communiqué-là, il indique que, avant, vous savez qu'il y a eu une résolution des Nations Unies qui invitait tous les pays confrontés, dans lesquels il y a des conflits dans le monde, à observer un cessez-le-feu pour permettre de mieux gérer la crise liée au coronavirus. Donc c'est peut-être poussé dans cet élan-là que le gouvernement camerounais a semblé engager une forme de négociation avec ses leaders séparatistes, sauf que quelques jours après, on a une forme de rétropédalage, un démenti qui n'en est véritablement pas un dans la forme. Donc, même si on connaît un peu le style du ministre de la Communication qui signe ces démentis, c'est un démenti, un tantinet, on va dire quoi, frileux, qui ne dit pas les choses de manière claire, qui ne dément pas fermement et fortement qu'il n'y a pas eu un début de... Il ne dément pas, mais
il confirme plutôt. Moi, je dirais que ce communiqué confirme. Que ce qui est dit n'est pas conforme à la réalité. Ça veut dire qu'il y a des Il négociations. y a à tout le moins des contacts. Il confirme qu'il y a eu à tout le moins des contacts entre Julius Ayuk Tabe et 9 autres personnes condamnées et qui purgent une prison de condamnation d'emprisonnement à vie au Cameroun et des émissaires du gouvernement. Mais le pouvoir assemblé, et c'est ma lecture, assez embarrassé par le fait que quelques heures à peine après, l'information s'est retrouvée portée à la connaissance de tout le monde. Peut-être un accord de confidentialité a-t-il été rompu, peut-être que les séparatistes ont voulu jouer la carte de la transparence, là où les hommes du pouvoir sont habitués à fonctionner un peu dans l'opacité. Donc c'est ça qui crée cette forme de distance, d'incompréhension autour de cette question-là, qui a plutôt été bien accueillie, même si dans le camp même des séparatistes, cette annonce n'a pas fait que des heureux. Vous savez que la personne de Julius Ayuk Tabe elle-même est contestée. Elle est déjà contestée par certaines factions. Parce qu'il certaines faut dire factions, aujourd'hui qu'il y a plusieurs factions, il n'y a pas un leadership unifié. Il avait été démis de sa position de président intérimaire de ce qu'ils appellent Ambazonie. L'actuel président se trouve en exil aux États-Unis, Samuel Ikome. Donc il faut voir, est-ce que c'était aussi l'occasion pour le pouvoir de remettre un peu en selle un partenaire qui, le temps qu'il a passé en prison ici, et on sait, ce n'est pas la première fois, moi je peux vous le dire que ce n'est pas la première fois qu'il y a des contacts entre Ayuk Tabe et ceux qui sont en détention avec lui, avec les gens du pouvoir, ce n'est pas la première fois du tout. Et ce qui est contesté fermement par ceux qui sont en exil, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays en Occident. Alors, professeur Emmanuel Ponzi, ça fait 4 ans, oui, on s'enlise. Depuis 2016. Voilà, on s'enlise dans cette crise et elle se complexifie au jour le jour. Parce qu'aujourd'hui, même s'il faut négocier, il se pose un problème fondamental. Avec qui négocier finalement? Puisque ceux qui sont détenus et incarcérés ne semblent plus faire l'unanimité sur le terrain. Comment est-ce qu'on arrive, vous qui avez une forte expérience dans la gestion des crises, parce que c'est un problème de crise, et on a l'impression à regarder ce qui se passe au Cameroun qu'on voudrait réinventer des mécanismes qui sont pourtant mondialement connus. Bon, je dirais d'abord d'emblée que, en fait, je ne vois pas comment une crise de cette ampleur peut être réglée sans l'implication des parties protagonistes. C'est une nécessité, c'est une obligation. Que ce soit fait maintenant ou un peu plus tard, ça doit être fait de toute façon. Donc je pense que c'est déjà ça qui est non négociable. Deuxièmement, plus on attend, plus la crise va se complexifier. Nous n'étions pas à ce niveau de complexification il y a 2 ans. Donc si nous continuons comme ça, nous aurons de nouveaux acteurs qui vont intégrer la scène, mais avec des agendas qui n'ont rien à voir avec le problème même de la sécession. Vous avez maintenant l'entrée des gangsters, des brigands, bien sûr, dont le but est de rançonner les gens et de se faire de l'argent le plus rapidement possible avec des cibles qui ont été identifiées. Ces gens n'ont rien à voir avec la question de la sécession. Vous aurez encore d'autres acteurs, peut-être internationaux, qui voudront acheter le pétrole ou, je ne sais pas, le gaz naturel, et qui vont passer des accords avec des personnes prétendument propriétaires de ces réserves. Donc, je pense que plus tôt nous négocions dans l'intérêt du Cameroun, surtout, parce qu'on a l'impression que le gouvernement camerounais, il veut fonctionner dans l'opacité. Je pense que ce qu'on entend souvent, c'est oui, il y a un gouvernement d'un côté légitime, c'est vrai, et puis il y a des acteurs illégitimes de l'autre, cela est aussi vrai. Mais nous avons vu des situations comme celle-là bien avant. Bien sûr. Mais ça n'a pas empêché qu'à un moment donné, effectivement, qu'il y ait contact et qu'il y ait des négociations. Maintenant, le processus de négociation a plusieurs phases. Il y a d'abord la phase préliminaire qui est celle de l'approche. Je crois que c'est dans cette phase que nous sommes, de l'approche. Il s'agit d'identifier des personnes qui ne sont pas au devant de la scène. Leur travail n'est pas d'aller devant les caméras. Leur travail est d'identifier les vrais négociateurs qui ont un poids politique dans la crise. Bon, la question c'est, est-ce que les négociateurs qui sont en face ont la capacité réellement d'imposer sur le terrain leurs directives?
C'est la question qu'on peut se poser. S'ils ont cette capacité, alors il me semble qu'il faut négocier avec eux. Mais s'ils n'ont pas cette capacité, ce n'est pas la peine de perdre ce temps-là. Il faut chercher des personnes qui peuvent impacter directement sur le terrain. Et une fois qu'ils sont identifiés, mais je pense que la négociation, elle est quasiment inévitable. Mais il y va quand même de l'intérêt de 25 millions de Camerounais. Surtout que il ne s'agit pas simplement des régions du Nord, Ouest, Sud-Ouest. De mourir chaque jour. Toutes les 10 régions du Cameroun en souffrent. Aujourd'hui, voit l'impact de cette crise. Il n'y en a pas une seule qui peut dire qu'elle est à l'abri de cette crise. Nous tous, nous sommes impliqués. Donc je crois qu'il est bon quand même, à un moment donné, d'identifier quels sont les acteurs majeurs qui peuvent avoir un impact, et puis y aller. Alors, Polycarpe Somba, 9 mois après, est-ce que ce n'est pas avec ce début de contact ou ce début de négociation la consécration de l'échec du fameux grand dialogue qui était censé être la panacée pour cette crise qui se poursuit? Mais déjà, ce grand dialogue s'est fait sans ces leaders séparatistes. Autant ceux incarcérés à Yaoundé que ceux en exil qui avaient refusé de prendre part, malgré les invitations qui avaient été adressées, malgré les assurances du pouvoir quant au fait qu'on n'allait pas arrêter d'autres, les incarcérés, malgré des médiations d'un certain nombre de puissances, dont les États-Unis, qui ont voulu rassurer ces leaders-là de leur intégrité physique. Ils n'ont pas. Donc, vous négociez, vous discutez de quelque chose sans la présence de ceux qui posent le problème, il va sans dire que vous discutez pour vous-même, vous ne discutez pas pour l'intérêt de ceux qui posent le problème. C'est ça qui s'est passé malheureusement. Donc les résultats de ces grands dialogues ont été immédiatement, automatiquement rejetés par les leaders séparatistes, notamment ce qui en est ressorti comme la formule magique, le fameux statut spécial qu'on attend de voir implémenté, qui n'a toujours pas de contenu. 9 mois après le dialogue, on a l'impression qu'aucune des résolutions bon, c'est vrai qu'on va peut-être encore convoquer le coronavirus qui est venu comme qui dirait percuter un peu l'agenda d'action du gouvernement, mais cela ne peut pas tout expliquer, parce qu'effectivement, il y a quand même des choses qui auraient pu se faire, au moins montrer une certaine forme de volontarisme, parce qu'on est dans une situation d'urgence, parce que des gens meurent, parce que c'est des régions qui sont en souffrance, mais on n'a pas vu venir grand-chose, si ce n'est peut-être ce qu'on appelle aujourd'hui le plan présidentielle de reconstruction du NOZO, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, dont on a fait grande publicité et dont on annonce un chiffre astronomique de 150 millions de dollars pour la reconstruction de ces régions-là. Professeur Jean-Emmanuel Pondy, est-ce que c'est cohérent de parler d'un plan de reconstruction dans un foyer totalement encore en prise aux armes? Est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Bon, dans les études de résolution de conflits, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a un consensus sur les différents domaines dans lesquels on va intervenir de manière conjointe, c'est-à-dire les partis qui sont en insurrection et la partie qui est au pouvoir. En général, c'est ce que j'ai vu jusqu'à présent. Le scénario que je vois là, il est inhabituel. Il est inhabituel. C'est peut-être une nouveauté que nous inventons, c'est possible. Bon, ayant dit cela, moi je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui devrait être un moment de régénération pour le Cameroun. C'est la première fois que nous allons vraiment vers une société réellement bilingue. Parce que nous avons maintenant plus d'anglophones dans chacune de nos régions qu'avant. Et je me dis que il faut... Du fait du déplacement, bien entendu, des déplacés internes. Oui, alors qu'avant, bon, c'était plutôt... Les gens étaient plutôt confinés, enfin voilà, confinés étaient plutôt chacun dans son coin. Alors aujourd'hui, plus qu'avant, nous n'avons plus de régions francophones. Nous n'avons plus de régions anglophones. Il n'y a pas une seule des 10 régions qui puisse se déclarer francophone ou anglophone. C'est déjà quelque chose. Et moi, je me dis, il faut travailler cela pour, s'il n'y a pas un espoir, il faut montrer quelle est la dynamique de convergence pour tout le monde, où chacun y trouve son compte. Parce que ce que les anglophones disent, c'est que nous les avons pendant très longtemps négligés, bluffés, et même nous avons pratiqué de la roublardise vis-à-vis d'eux. Voilà leur problème. Et je pense qu'il y a beaucoup d'anglophones qui, au départ, ont cru vraiment que la soi-disant Amazonie, était la solution à leur problème. Mais plus les années passent, plus les mois défilent, plus ils se rendent compte que ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça.
Et il y a beaucoup de problèmes qui se présentent. La même chose du côté du gouvernement. Il y a des vats en guerre qui croyaient qu'il suffisait d'envoyer l'armée. Mais ce problème n'est pas du ressort de l'armée. C'est un problème éminemment politique. L'armée n'est pas outillée pour traiter de ce type Alors, de crise. C'est là que je voulais embrayer, sans vous couper, professeur, allez-y. c'est que effectivement, Et on va terminer parce qu'il nous reste le pouvoir semble continuer de jouer sur deux leviers, de continuer d'entretenir l'illusion qu'il peut mater les insurrections, affaiblir à tout le moins la contestation dans les régions, de manière à ne pas établir, à ne pas conforter un rapport de force qui ferait de sorte qu'ils puissent discuter d'égal à égal avec les séparatistes. C'est pour ça que l'armée y est toujours fortement présente et ce n'est qu'après qu'ils auraient affaibli le front militaire, notamment les séparatistes, qu'ils entendent maintenant négocier à leurs conditions. Tout en sachant que le gouvernement n'envisage rien d'autre qu'un État unitaire décentralisé. Or, et on voit bien que les positions restent figées de part et d'autre. Les séparatistes, pour leur part, exigent pour l'instant, en tout cas jusqu'ici, la restauration de leur État, l'État dont ils étaient propriétaires avant 61. Donc quand vous avez des positions qui pour l'instant sont manifestement irréconciliables, on se retrouve là. Donc, on est dans une forme de dialogue de sourds. Oui, mais l'outil qu'on utilise, autant l'armée camerounaise a fait ses preuves dans la question de Boko Haram, parce que ça correspond justement au scénario typique de l'action, de l'intervention d'une armée. Elle a montré ce qu'elle est capable de faire, et on a vu qu'au départ, il s'agissait de couper le Cameroun en deux, depuis la Damaoua, ils n'ont pas eu un seul millimètre. Donc ça veut dire que l'armée a réussi. Autant elle est mal à l'aise dans un conflit où il faut s'en prendre à des nationaux. C'est très difficile. D'accord. Nous allons mettre un terme à ce cahier de l'actualité en remerciant Polycarpe Essova qui est venu pour cette première. Merci d'avoir permis à nos téléspectateurs d'en savoir davantage sur ces différentes informations. Nous allons marquer une transition pour venir dans la deuxième partie de cette émission. Et cette transition, nous la marquons avec une rubrique. C'est une rubrique qui est dédiée aux raisons d'y croire, professeur Jean-Emmanuel Pondy, parce que l'une des spécialités de cette émission, c'est que nous voulons mettre l'Afrique au cœur de notre préoccupation. Et généralement, on a l'impression que rien ne se fait en Afrique. Or, nous pensons qu'il y a tellement de raisons de croire à l'Afrique. Je vous propose de suivre cet élément que signe JFT Médier et nous revenons pour la deuxième partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de l'Afrique en débat. Nous avons terminé avec les cahiers de l'actualité. Nous allons entamer notre plat de résistance. Nous allons parler de ce livre que vient d'écrire notre invité, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui, je le rappelle, est spécialiste des relations internationales, ancien directeur de l'Institut des relations internationales du Cameroun, mais qui est auteur de plusieurs ouvrages. On n'en compte plus. Je me rappelle Thomas Sankara, vous avez fait un livre sur Thomas Sankara, sur Muammar Kadhafi, vous avez écrit également cet autre livre, Immigration et diaspora, un regard africain collectif, qui est un ouvrage collectif sous votre direction. Alors, on va revenir à Cheikh Anta Diop parce que je me suis demandé, mais pourquoi il l'a fait? Pourquoi vous avez tenu à faire ce livre sur Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales? Tout simplement parce que Cheikh Anta Diop est généralement connu sous d'autres casquettes qu'il porte, avec beaucoup d'efficacité d'ailleurs. Quand on évoque Cheikh Anta Diop, souvent c'est l'action de l'égyptologue qui a quand même défrayé la chronique dès les années 50. Après, il y a Cheikh Anta Diop, l'historien, le chimiste même, puisqu'il conduit des expérimentations du carbone 14 à Dakar pendant très très longtemps. Il y a Cheikh Anta Diop, l'anthropologue, le sociologue, le linguiste. Bref, il a beaucoup de spécialités. Mais celle qui n'avait pas toujours été mise en avant, je crois, c'est que c'est un penseur des relations internationales. Et j'ai donc voulu explorer cette dimension de Cheikh Anta Diop pour montrer que non seulement c'est un penseur des relations internationales, mais c'est l'un des tout premiers penseurs de ce domaine pour l'Afrique. Et en tant qu'Africain, il a été l'un des premiers à écrire dès 1948 sur la nécessité de l'indépendance du continent et de l'intégration du continent. En plus, il a produit, ce que beaucoup de gens ne savent pas, une carte détaillée
de l'industrialisation du continent. Et nous sommes en 1960, ce qui quand même est révélateur de quelqu'un qui a longtemps réfléchi sur les conditions d'un mieux-être des citoyens africains. Voilà. Merci beaucoup, professeur. On va revenir de long en large sur le livre dans quelques secondes. Et cette union, il plaide pour cette union, tant sur le plan politique que sur le plan de l'identité. Donc l'union de l'Afrique, l'union identité de l'Afrique a été mise en exergue par Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, nous inspire. Cheikh Anta Diop, je le disais à l'entame de l'émission, d'une manière informelle, c'est le meilleur des ancêtres de l'Afrique, de mon point de vue. Certains parleront peut-être de Kwame Nkrumah, d'autres parleront, je ne sais pas, de Joseph Tundjan Poemi. Chacun a sa classe, chacun a sa liste et sa hiérarchie. Mais je pense que personne ne démérite. Par contre, Cheikh Anta Diop a apporté beaucoup à la construction de la fierté africaine. Il nous a révélé qui nous étions, quelle était notre valeur authentique, réelle. Et c'est très important aujourd'hui d'avoir un livre comme celui-ci. Je félicite l'initiative. Pourquoi? Parce que l'Afrique fait face à un problème de révisionnisme des médias et de révisionnisme éditorial. Des chroniqueurs des chaînes de télévision en Occident et des pseudo-intellectuels, des intellectuels faussaires tels que les Stephen Smith, tels que les Petre Grenouillot, on a les Éric Zemmour qui falsifient Pascal Boniface avec les intellectuels faussaires, qui est le titre d'un livre de Pascal Boniface. Il a écrit un autre livre par la suite pour montrer qu'il n'y avait pas que des intellectuels faussaires. Il a dit les intellectuels intègres. Il a montré il a présenté les deux faces. Oui, il ne voit pas la vie seulement de façon sombre. Donc, l'Afrique vit sous le joug du révisionnisme de l'Occident. Des Occidentaux s'amusent à soutenir des thèmes du dimanche, comme quoi l'Afrique n'a rien à apporter à l'humanité. L'Afrique n'a rien apporté à l'humanité. L'Afrique est en retard. Dans l'histoire. Oui, l'Afrique est en retard. Et puis, vous voyez des hommes politiques, des dirigeants qui prennent ces révisionnistes comme des experts. Et puis, c'est des penseurs. Africaines. Et c'est eux qu'ils consultent. Et c'est sur la base de leur pseudo-science, leur fausse science, qu'ils parlent de l'Afrique et qu'ils font et établissent leur programme de relations internationales et de diplomatie africaine. Nous disons aujourd'hui, il faut que l'Afrique fasse entendre sa voix. Il faut des milliers et des millions de livres sur Cheikh Anta Diop, sur Joseph Tundjan Poemi, sur tous ces grands penseurs, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, vous savez, Sankara, Castor Ossende Afana. Voilà des jeunes qui n'est pas connu. Nous avons des ancêtres. Et je pense qu'il est temps de revenir, de marteler. Les autres ont les ancêtres, ils les citent. Mais nous citons les ancêtres des autres. Exactement. En tout cas, merci beaucoup au professeur Jean-Manuel Pondy pour ce livre que j'ai pris personnellement beaucoup de plaisir à lire. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du livre en lui-même. Et on reviendra avec le docteur Simon Diom tout à l'heure. Que faisait-il finalement? Il était spécialiste de quoi, Cheikh Anta Diop? Parce que vous le décrivez très bien au début du livre. Dans le chapitre, il voulait être expert dans l'aéronautique, il a fait mathématiques, il est anthropologue. Voilà. Donc, comment on arrive à faire autant de choses en même temps? Et surtout dans un contexte où ce n'était pas du tout la norme. D'abord, je voudrais remercier le docteur Simon Diom pour ses mots vraiment très profonds que j'accepte avec beaucoup d'humilité pour tout ce que vous avez dit. Nous nous efforçons de faire ce travail dont j'estime qu'il est de notre devoir de le faire. Alors, Cheikh Anta Diop est un phénomène, on pourrait dire ainsi. C'est un phénomène de son époque, de sa génération et de son temps. Il ne commence pas à être un boulimique du savoir et de la connaissance quand il va à l'université. C'est bien avant. Et je crois que le livre retrace déjà son parcours qui est à la fois excellent dans les sciences exactes, les sciences pures, comme dans les sciences sociales. Il est d'une égale excellence dans ces deux domaines, ce qui est déjà rare. Et il va passer donc non pas un baccalauréat, mais 2 baccalauréats. Un en mathématiques et l'autre en philosophie. Je dis que c'est exceptionnel parce qu'à l'époque, on vous contraignait à choisir une voie et une seule. Comment a-t-il réussi à convaincre les autorités de l'orientation de l'époque, qui n'étaient pas des Sénégalais, mais qui relevaient des académies françaises,
a accepté de faire Deux baccalauréats. 2 baccalauréats qu'il a réussi tous les deux avec brio. Et il se rend donc en France et une fois là-bas, il décide de poursuivre la dualité de son combat. Et à la fin, le jour où il soutient sa thèse, on lui demande pourquoi il a étudié tant de disciplines intellectuelles à la fois, et sa réponse, elle est éclairante. Il dit, pour nous, les jeunes acteurs de la scène politique africaine, de la scène sociale et culturelle africaine, nous devons être armés de tous les savoirs pour pouvoir faire face au monde moderne qui s'ouvre devant nous et qui va nous interpeller. Vous voyez que son souci n'est pas de venir improviser, de venir raconter des histoires, de venir faire de l'approximation, mais d'être le plus complet possible, dans autant de domaines que possible. Il a montré que c'est faisable et c'est quelque chose qu'il a réalisé. Alors, vous avez parlé des 2 baccalauréats. Je découvre également dans le livre qu'il a fait 4 thèses de doctorat, donc Oui. 2 principales et 2 Qui ont d'abord été rejetés, Oui. et ensuite les 2 autres qui ont été acceptés. Ouais. Alors, vous faites une anecdote assez, je voulais qu'on revienne là-dessus parce que ça revient un peu à ce que disait le docteur Simon-Job, c'est sa fameuse soutenance, une soutenance très longue qui a duré plus de 6 heures. Oui. Vous qui êtes du milieu universitaire, vous savez C'est qu'une thèse, inhabituel. généralement, 3 c'est heures. 3-4 heures, sa thèse a duré 6 heures. La norme, c'est Mais 3 au heures. final, une note décevante, Oui. juste la mention honorable. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, étant donné l'ampleur du travail qui avait été le sien? Je voudrais illustrer ce que le docteur Simon-Job m'a dit tout à l'heure. En fait, c'est une conspiration, pour être clair. C'est une conspiration. Il est porteur d'idées, d'émancipation, de libération culturelle et intellectuelle de l'Afrique. Mais le problème, c'est que nous sommes dans les années 1950, où se négocie une indépendance sous contrôle, et de la France, et de la Grande-Bretagne, et de l'Espagne, et autres. Il s'agit d'une indépendance qui doit être donnée à dose homéopathique, mais surtout qui ne correspond pas à une libération totale. C'est pour ça que je parle de sous-contrôle. Ce qu'il propose, lui, est extrêmement dangereux, parce qu'il parle d'une libération et d'un auto-accomplissement de l'Afrique. Et il va se baser sur un passé qui a été longtemps caché et qu'il va révéler. Donc il est déjà dangereux à ce titre. Deuxièmement, il montre, et on revient au rituel de la thèse de doctorat est le rite le plus élevé de l'académie, du monde académique. Et il se présente comme un adoubement. Vous devez donc vous présenter devant vos maîtres que vous citez dans votre travail et vous allez solliciter leurs travaux pour appuyer vos positions. Or, Cheikh Anta Diop n'est pas en mesure de le faire puisque les thèses qu'il défend sont en contradiction avec le jury, celle du jury qui est en face de lui. Donc, sa thèse passe d'un rite d'allégeance, en réalité, à un rite de défiance. Et on s'aperçoit de la, entre guillemets, dangerosité de Cheikh Anta Diop quand il répond avec aplomb à toutes les questions qui lui sont posées, en allant dans le détail. Et on se rend donc bien compte que ce monsieur a de la profondeur. Et il ne doit surtout pas servir d'exemple aux autres Africains et ne doit pas être autorisé par conséquent à entrer dans les amphithéâtres, lieux de subversion potentielle. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il y a unanimité. Parce que quand le jury prend la scandaleuse décision de lui décerner la mention honorable, qui est en fait un échec à ce niveau-là, il n'y a pas un avis dissident. Ce qui veut donc dire qu'ils se sont bien entendus pour tomber sur un consensus et dire nous allons nous assurer qu'il reste au niveau de chercheur, qui n'est pas mauvais, mais qui ne lui permet pas d'avoir le rayonnement qu'il faut, auquel il a le droit de s'attendre. Voilà. Alors, vous parlez également des contributions, c'est le point phare du livre, des contributions de Cheikh Anta Diop sur la scène internationale. Et j'ai été assez frappé de découvrir que c'est lui, dès le départ, qui émet déjà l'idée de la Renaissance africaine. Il parle déjà à quand la Renaissance africaine. Alors, comment est-ce qu'en 4 axes principaux, on peut revenir justement sur le rôle qu'il a joué par rapport aux relations internationales africaines? Cheikh Anta Diop est un éveilleur de conscience, en réalité.
c'est un éveil de conscience avec tout ce que cela comporte de positif, mais de négatif aussi, parce qu'il a essuyé toutes sortes d'insultes. On va revenir là-dessus, voilà. justement. Mais en fait, il était toujours droit dans ses bottes, très très sûr de son fait, malgré les réprobations à gauche et à droite. Alors, la première chose qu'il fait, c'est de parler de renaissance africaine. Il ne parle pas de la naissance africaine. Non. Il dit la renaissance, c'est-à-dire qu'on éveille, on réveille quelque chose qui existait déjà. Et donc pour lui, quand il parle de l'Égypte, il ne parle pas de l'Afrique blanche et de l'Afrique noire. Chez lui, ça n'existe pas. Non, parce qu'il n'y a qu'une Afrique qui s'est prolongée et qui a créé donc l'Égypte pharaonique. Mais je pense que le plus intéressant avec lui, c'est qu'il voit d'abord la nécessité de poser un préalable. Et c'est lui qui va exiger à l'UNESCO, chose rare, un colloque sur l'interprétation de l'histoire égyptienne. Il pose la question de savoir, est-ce que l'Égypte pharaonique était africaine ou non? Non. Oui ou non? Et pour la première fois, face à une vingtaine d'experts mondiaux qui viennent des meilleures universités du monde, ils sont 2 fils d'Afrique, 2. Ils étaient 3, mais il y en a un qui s'est débiné à la fin. Ils étaient 2. Théophile Obenga, toujours vivant, et lui. Et qui ont donc fait face de manière avec maestria. Et le rapport final est obligé de dire qu'il y a eu un déséquilibre entre l'extrême préparation des 2 et puis l'approche un peu évasive de l'ensemble. Révisionniste, voilà. pour utiliser le terme du Mais à la fin, on a bien été obligé de reconnaître que la civilisation de l'Égypte était effectivement africaine. Et ça a été une grande victoire. Donc, il a assisté, il a été le précurseur de la réinterprétation de l'histoire des relations internationales africaines. Ça n'avait pas encore été fait. C'est-à-dire que l'histoire de l'Afrique, en termes de relations internationales, va donc changer dès lors où on reconnaît ce lien entre le Sub-Sahara et le nord du continent. Ensuite, il va aller plus loin et s'appesantir beaucoup sur la question de la langue. C'est très important de comprendre ce qu'il dit. Il dit qu'on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas se développer sur des langues des autres. Il ne dit pas que les Africains ne doivent pas apprendre les langues des autres. Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit que la langue est un vecteur culturel. Et que nous devons réfléchir en nos langues, penser en nos langues, et définir en nos langues. Exactement. Et il recommande donc une langue transafricaine qui permet effectivement d'ouvrir l'Afrique aux Africains, de faire en sorte que la politique étrangère de l'Afrique soit comprise et par les non-africains et par les Africains eux-mêmes. Et il dit paradoxalement qu'en adoptant une langue, ça facilite même les investissements en Afrique. Bien sûr. Voilà. On n'a plus cette intégration que j'appelle verticale, mais on aura une intégration horizontale. Et les investissements en Afrique, l'éducation en Afrique sera favorisée, la perception des Africains par eux-mêmes sera plus directe. Et il dit donc que la langue est l'une des clés justement de l'intégration culturelle du continent. Parce qu'il était linguiste aussi, on a cité beaucoup de cas. Entre autres. Cheikh Anta Diop. Alors, docteur Simodium, pourquoi est-ce que vous pensez, parce que vous avez dit des choses tellement élogieuses sur Cheikh Anta Diop, mais on a envie de dire, pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il reste toujours une figure un peu oubliée? On peut le dire pour les autres. Est-ce que vous pensez justement que c'est parce qu'on est emprisonné par un mode de pensée? Parce que Cheikh Anta Diop, quand vous lisez le livre du professeur Jean-Emmanuel Pondy, vous découvrez tellement de choses et vous vous dites, mais comment est-ce que c'est possible que nous ne soyons pas au courant? Cheikh Anta Diop dérangeait de son vivant. Il dérange davantage encore. Bon, vous savez comment ceux qui dérangent sont traités dans la mémoire. Quand je pense à la manière dont Achille Bembe a décrit la dépouille, le sort qui a été réservé à la sépulture de Ruben Umniobe, et je comprends que les héros vivants sont menaçants, mais quand ils sont morts, ils continuent d'être plus menaçants encore. Achille Bembe nous décrit que Ruben Umniobe avait été décapité et que, au moment d'être enterré, il avait été moulé dans du béton. Il avait été enterré, moulé dans du béton, pour qu'il y ait une absence de communication entre le mort, l'esprit du mort, qui était un mort héroïque, un personnage à part entière, un digne fils, un guide, puisqu'il s'appelait le Bolol, et les vivants,
afin que l'esprit de la libération, l'esprit de la dignité ne soit pas transmis aux générations futures. Alors ce rite de massacre de la sépulture de Ruben Umniobe a traversé les époques et aujourd'hui encore, il massacre les génies de l'Afrique, nos ancêtres. Nous disons donc aujourd'hui, il est temps que les Africains, la nouvelle génération, ressuscite tous ces héros, tous ces génies, tous ces hommes de science, tous ces leaders qui ont fait des choses extraordinaires. Ouais. Et que les générations précédentes, d'une manière générale, d'une manière, quasi générale, puisque nous avons en face de nous un auteur courageux qui ne fait pas chorus avec cette option de massacre des héros. Alors, il faut que cette génération-ci et les générations à venir prennent conscience que rien ne leur sera donné et que ceux qui ont ourdi un complot contre la mémoire de nos héros, contre la dignité de l'Afrique et contre la renaissance de l'Afrique ne s'arrêteront pas en bon chemin. Et qu'il nous appartient à nous d'écrire des milliers de livres sur Cheikh Anta Diop, d'utiliser les réseaux sociaux pour faire des pastilles, des petites vidéos, pour divulguer, pour faire connaître Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop sera ressuscité et il sera le maître à penser des Africains. Nous allons y travailler. On va en parler tout à l'heure, justement. Alors, professeur Jean-Emmanuel Pondy, pour sortir un peu du livre, on remarque qu'il ne faisait pas d'unanimité. Et ce que j'ai découvert dans le livre, c'est qu'il ne faisait pas d'unanimité depuis son Sénégal natal, bien sûr. En Afrique et en Europe. Alors, je voudrais qu'on revienne sur toutes ces critiques. On sait, et vous l'avez si bien mentionné dans le livre, qu'avec Léopold Sédar Senghor, c'était pas le grand amour. C'était pas le grand amour, et qu'il a été justement l'une des personnes qui a beaucoup travaillé à contester Cheikh Anta Diop, l'homme et même ses travaux. Alors, comment est-ce qu'il a résisté, lui, à toutes ces différentes attaques qui étaient, rappelons-le, parfois très violentes? Oui. Cheikh Anta Diop était sûr de sa science. C'était ça le problème, en fait. La plupart des critiques qui lui étaient adressées, c'était sur la forme. Oui, tout ce qu'il raconte, ce n'est pas possible. Oui, on a vu ça, notamment son principal critique occidental qui était un certain Froment. Froment, oui. Donc, en fait, lui, il répondait à cela par des faits, par des dates, par des chiffres. Alors que les autres s'en allaient dans le domaine des sentiments. Oui, il n'est pas véritablement anthropologue, il n'a pas... Mais je pense que quand un certain orateur arrive à l'université qu'il appelle frauduleusement de Dakar, mais qui en réalité est l'université Cheikh Anta Diop, je ne pense pas que ce monsieur est un historien. Je ne pense pas qu'il est habilité, il ait une habilitation à enseigner l'histoire de l'Afrique, mais il le fait quand même. Donc tout ça, ce sont des accusations qui me semblent irrecevables. Je voudrais répondre à votre question en disant que Cheikh Anta Diop avait été un homme méticuleux et il se préparait à l'avance aux critiques qui allaient lui être adressées. Et il répondait systématiquement et de façon détaillée à chacune des critiques. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fuyait la critique, qui avait peur de la critique. Au contraire, en bon universitaire, en bon penseur, il avait plutôt tendance à accepter ces critiques pour y apporter des preuves qu'il avait et qui pouvaient donc davantage éclairer sa démarche. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je crois que tout Africain qui voudrait faire avancer la cause de son continent est suspect. Il est suspect parce qu'il n'est pas dans la norme. Un bon Africain, c'est celui qui répète ad vitam aeternam que nous ne pouvons rien, nous ne savons rien et nous n'irons nulle part. Ça, c'est un bon Africain. Parce qu'il est le relais, je dirais, du misérabilisme que l'on veut propager en Afrique. Moi, quant à moi, je m'érige contre cette façon de voir et je crois que notre travail en tant que chercheur n'est pas simplement de dire ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, mais c'est de démontrer ce que nous avons fait, ce que nous pouvons faire et de dire que ce que nous pouvons faire n'est rien par rapport à nos potentiels. Et ces livres-là ont comme objectif de démontrer ce que certains Africains ont déjà fait et qui n'est même pas connu de la plupart des Africains. La preuve, c'est que ce livre, qui va être bientôt lancé sur le marché, parce qu'il a été un peu victime du Covid, mais les Africains n'ont pas en général l'habitude d'aller lire, de découvrir qui ils sont. Mais si vous ne savez pas qui vous êtes,
vous irez parler de l'Afrique à qui? Parce que vous n'avez même pas les armes pour, en fait, être l'avocat de l'Afrique. Or, quand un Africain parle du bien de l'Afrique, sélectionne les aspects positifs de l'Afrique, on a sur lui un regard de suspicion. Oui. Mais quand un Européen fait de même, on applaudit. Oui. Quand un Américain fait la même chose, on applaudit. Oui. Mais nous n'avons pas le droit de dire que l'Afrique est en fait le berceau de l'humanité. Oui. C'est ce qu'avance Cheikh Anta Diop. Oui. Tout ne peut avoir qu'un antécédent africain parce que la terre entière est afro-descendante. Oui. C'est aussi simple que ça. Justement. Alors, vous parliez justement des choses que les Africains font et qui ne sont pas connues. Dans votre livre, qui est assez ancien, Immigration et Diaspora, notamment oui. à la page 81, vous avez fait un travail assez remarquable, c'est que vous avez nommé des inventeurs d'origine africaine. Avec des numéros de patente. Avec des numéros de patente. Et on découvre, en parcourant justement ce livre, que le calmant contre la douleur a été inventé par un afro-descendant, Mérimou. Nous avons le chemin de fer pour train, nous avons les freins automatiques pour train, les bouches de secours incendie, système d'équipage des trains, table de cuisson à vapeur, frein de voiture, oui. révélateur photographique, lampe électrique incandescente. Tout ça est donné avec le numéro de patente. Ce n'est pas des, ça veut dire que ce sont des afro-descendants, des Africains, disons-le, qui ont fait ces inventions. On les appelle ce qu'on appelle les Africains américains, qui ont fait ces inventions, oui. mais ce n'est pas toujours connu. Surtout que l'ascenseur. Voilà, surtout que parfois les feux de circulation. Les feux de circulation qu'on utilise en Afrique avec admiration en se disant que ça vient de très loin. Or, ce sont nos aïeux qui sont à la base de ces inventions. Et le révisionnisme a fait en sorte qu'on se retrouve dans une posture où des choses qui ont été créées par nos aïeux nous sont imposées comme des choses extraordinaires. Et tout. Je voulais justement mentionner ça parce que c'est très important. Malheureusement, le temps est très juste. Je voulais de manière spéciale recommander ce livre. Okay. Moi, j'ai pris 2 jours pour le lire. Il est juste extraordinaire en termes de révélation. Je connaissais Cheikh Anta Diop, mais pas autant qu'en découvrant dans ce livre. Et il est disponible sur Amazon déjà. Sur Amazon, oui. Donc, quel que soit l'endroit du monde où vous êtes, vous qui nous suivez en direct là sur les réseaux sociaux, vous pouvez le commander. Et il n'y a pas que Cheikh Anta Diop, parce que le professeur Pondi a décidé de travailler sur ces héros comme africains, méconnus, mal connus, qu'on tente de faire oublier. Il y a un livre sur Thomas Sankara que vous pouvez retrouver, sur Muammar Kadhafi. Muammar al-Kadhafi. Vous travaillez aujourd'hui, justement, l'actualité du livre de Muammar al-Kadhafi, malheureusement, se révèle être... Donc je voulais justement rappeler ça. Alors, docteur Simodjom, je viens vers vous. Pourquoi l'Afrique post-coloniale? Vous semblez nous dire dans votre trilogie qu'il doit absolument avoir une autre Afrique après le coronavirus. Pourquoi? Alors, la crise est un moment d'intense dérégulation, d'intense désarticulation du fonctionnement du quotidien. C'est un moment où l'équilibre de la routine est rompu et l'incertitude s'installe. Alors c'est aussi un moment qui inspire le plus. La crise, comme le disait Emmanuel Ram, le secrétaire de la présidence de Barack Obama, la crise, heureusement que la crise existe, parce que sans la crise, on n'aurait pas beaucoup fait de découvertes. Vous savez que la plupart des inventions que l'humanité a reçues aujourd'hui en héritage ont été pensées et élaborées pendant la guerre, pendant la crise. La transfusion sanguine, c'était pendant la guerre, parce qu'il fallait résoudre le problème sur le champ, etc. Donc, alors, la crise doit nous inviter à réfléchir. Il faut que la crise soit un moment qui nous parle. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'un moment colonial, en analogie au moment colonial. Le moment colonial était très important parce qu'il a instauré une violence maximale contre des peuples qu'on a dit des peuples subalternes. Et ces peuples, jusqu'aujourd'hui, voient le monde et agissent au sein du monde sur la base de tout ce qui a été dit et fait pendant ce moment colonial. Colonial. Voilà. Alors, je vais m'embrouiller dans mes propres inventions. Alors, le moment colonial a donc été un moment comment dire, pour réécrire l'histoire. Aujourd'hui, les peuples africains ont la possibilité, à travers le moment colonial, de réécrire leur histoire. Et il y a un élément qui m'a parlé pendant cette crise. Vous savez, au début de la crise, les prédictions les plus optimistes nous disaient qu'il y aurait l'unité des morts en Afrique serait le million.
Oui. Et oui, c'était la catastrophe, c'était l'apocalypse. L'épicentre. Oui, l'épicentre. L'Afrique devait serait en devenir Afrique. rapidement l'épicentre. Voilà. À l'heure où nous parlons, est-ce que cela a déjà eu lieu? Non. Mais les Cassandres continuent de vous dire le pire est à venir. En tout cas, nous ne perdons rien pour attendre. Cependant, sans avoir à attendre, nous pouvons déjà tirer quelques premières conclusions, à savoir que l'Afrique a été plus résiliente. Il nous appartient donc à nous, Africains, de chercher les causes de cette résilience. Ne laissons pas les autres revenir encore aujourd'hui. Faire leur Oui, interprétation. dire pourquoi l'Afrique a été résiliente. Nous ne pouvons pas les écouter parce que c'est eux qui disaient que l'Afrique était mal partie parce que nos structures de santé sont désarticulées, nous n'avons pas de médecins et nous ne pouvons pas nous en sortir parce que nous ne pouvons pas confiner, etc. Aujourd'hui, il faut que les Africains prononcent un discours pertinent, un discours de fond sur les raisons de la résilience du continent. Il y a des pistes qui sont avancées et que nous avons, dans le cadre de cette trilogie post-coloniale, nous avons commencé à suivre cette piste qui est la jeunesse. Oui. Mais ce n'est pas une nouvelle piste. Nous savons aujourd'hui que l'Afrique est la population la plus jeune au monde. Et avec un âge médian situé entre Voilà. 19 ans. 200 millions d'habitants en Afrique ont entre 15 et 24 ans. Ça, c'est un trésor. On l'a toujours su. Mais avec la crise coloniale, nous découvrons que la jeunesse est un atout, est un avantage. La jeunesse, il faut travailler sur la jeunesse, investir dans la jeunesse. La jeunesse a résisté parce qu'elle est en mesure de développer une résistance à la maladie. Pourquoi la jeunesse? Il n'y a pas seulement la jeunesse en termes d'âge, c'est aussi une jeunesse en termes d'habitude. Vous savez que l'Afrique n'est pas pénétrée par les OGM, autant que les autres continents, le continent européen et le continent américain. L'Afrique n'est pas pénétrée par la malbouffe. Autant d'habitudes alimentaires qui affaiblissent l'homme et le rendent vulnérable face à des virus, face à des microbes. Il y a un ensemble d'hygiènes de vie qui sont liées à la nature, le dialogue avec la nature. Regardez ce que les solutions africaines, les solutions de la pharmacopée africaine Tout à fait. ont été d'un recours et d'une utilité notoire dans la période coloniale. Nous avons vu comment des pays africains ont parié sur des solutions locales. Donc, C'était un bon début, un bon voilà, signal. c'est un bon en tout cas. début. Les choses commencent. Donc, il est question pour nous, à travers ce que j'ai appelé la pensée post-coloniale, de fonder un nouveau discours sur la crise, l'intelligence de la crise. Et La notre crise, réponse à cette voilà. crise. Quelle est notre réponse à la crise? Quelle est notre intelligence de la crise? Parce que les deux postulats sur lesquels je me suis appuyé, c'est que depuis 25 ans, la crise se répète. Il y a une prolifération de la crise. De la crise mexicaine en 1994 à la crise coloniale en 2020, en passant par la crise de l'Asie du Sud-Est 1997, la crise de la bulle d'Internet, la crise de la zone euro, la crise des subprimes, la crise de la bourse de Shanghai, la crise du pétrole en 2000. La globalisation vit de la crise. Donc, il faut préparer la prochaine crise. Alors, il y a un deuxième postulat, c'est la globalisation de la crise. Non seulement la crise se répète, mais la crise devient s'étend. Vous avez vu 3,7 milliards d'habitants confinés, réduits à vivre à domicile. Impossible coupés de du bouger. reste. Impossible de bouger. On en est la preuve Alors, aujourd'hui. il faut que ces moments parlent aux Africains et que les Africains s'interrogent. Quelle est leur insertion dans le continent? Quels sont dans la scène mondiale? Quels sont leurs avantages? Et la nécessité de l'autonomisation. De l'autonomisation. Alors, les Africains doivent créer une nouvelle pensée qui leur permette de préparer la crise, parce que la crise va tout structurer. Si au sortir de cette crise, les pays africains ne revoient pas leur manière de planifier les 5 prochaines années, la prochaine crise peut arriver dans 3 ans et tout remettre à plat. Donc il faut introduire la crise dans la nouvelle planification et faire des planifications non pas sur une longue durée, mais sur une durée très courte, parce que l'incertitude est désormais totale et pertinente. Donc, voilà ce que nous allons appeler la pensée postcoloniale. C'est une inventivité de l'Afrique qui doit être tournée vers la prise en compte de l'intelligence de la crise pour résoudre les problèmes de l'Afrique en Afrique et en se servant des solutions africaines. Voilà. Professeur Jean-Emmanuel Ponzi, je vous vois brûler d'envie de réagir. C'est très intéressant. Je crois que vraiment, c'est une remise en perspective. Et c'est ça qu'on attend des Africains. Ce qui vient d'être fait comme démonstration, voilà ce qu'on attend.
et non pas de répéter bêtement comme un magnétophone ce qu'on nous demande de dire. Nous n'avons pas à répéter quoi que ce soit. Nous avons à penser notre contexte et à chercher des solutions appropriées qui vont nous aider à vivre mieux. Et je pense que cet appel à une nouvelle, je dirais, une nouvelle remise en cause de la façon dont le monde fonctionne, oui, et dont nous fonctionnons nous-mêmes. Je pense que ce serait une très très bonne réponse. Maintenant, je voudrais dire que quand on fait le lien avec Cheikh Anta Diop, on comprend que c'est la culture qui explique pourquoi est-ce que nous avons pu passer à côté du pire qu'on nous a... Oui, parce que pour la première fois, des habitants des cités africaines sont repartis vers leur base culturelle. Ils ont pris des écorces, ils ont pris... Parce qu'on peut en rire si on veut, mais le résultat est là. Oui, bien sûr. Le résultat est là. Et ça montre donc que c'est tout sauf de l'amusement. Il faut maintenant que nous arrivions à codifier tout cela et à être nous-mêmes d'abord convaincus, ne pas attendre une sanction de je ne sais quelle organisation internationale. Si vous êtes guéri, vous êtes guéri. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'on vienne vous dire que vous êtes guéri. Ouais. On m'a dit que vous n'avez pas respecté les canons. Oh non, mais ça c'est autre chose. Mais le fait est que vous étiez sur la voie de la mort et vous êtes guéri. Bon, c'est un fait. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on va donc regarder comment est-ce que nous-mêmes nous allons établir. Moi, je pense même que nous devons avoir désormais nos propres outils d'évaluation. Bien entendu. Parce que c'est une aubaine, on l'a dit, c'est une aubaine pour la pharmacopée africaine. Bien entendu. Qui est pourtant, moi je me rappelle, dans une chronique, je faisais état du fait que l'Afrique a tout pour être la pharmacie. J'ai suivi. Justement, parce que quand vous voyez tout ce que nous avons en termes de plantes médicinales, c'est juste extraordinaire. Nous sommes toujours en attente d'on ne sait trop quoi. Et on l'a vu avec le Covid organique, on l'a vu avec le médicament développé au Cameroun par Monseigneur Cléda, on l'a vu avec la pivirine de Valentin Agon au Bénin. Donc, oui. On voit bien qu'il y a des réponses africaines à la pandémie. Prenons tout cela, expérimentons tout cela, et c'est à la suite de l'expérimentation qu'on pourra se prononcer. Mais déjà, sauvons des vies. Si ça peut le faire dans l'urgence. D'accord. Voilà. Alors, rattrapons. Oui, docteur Simodio, un mot rapide. Un dernier mot, c'est que alors nous avons l'habitude de penser que les États-Unis d'Amérique dominent le monde, parce que c'est un lapsus qui est heureux. Les États-Unis d'Amérique dominent le monde parce que le monde utilise le dollar, parce qu'il y a Hollywood, parce qu'il y a l'armée américaine, la bombe atomique, parce qu'il y a la mainmise sur les instances internationales. Mais attention, ou bien parce qu'il y a le Coca-Cola, mais attention. J'ai consulté le Global Go to Think Tank, le rapport, l'index des think tanks dans le monde en 2019. L'Amérique compte 1871 think tanks sur 8241 think tanks. Alors il faut faire très attention avec ce qu'on appelle la pensée, les usines de la pensée. Le seul investissement que nous refusons délibérément de faire, c'est celui dans le savoir, la connaissance et la pensée. Sinon, vous êtes esclave de la pensée des autres, qui ne peut se faire qu'à votre dépens. Je le dis moi personnellement depuis plus de 20 ans. Si nous refusons de faire ce que les autres ont fait, parce qu'en fait, quand vous prenez les Chinois ne suivent pas ce que leur dit telle organisation internationale. Ils regardent d'abord quel est leur intérêt. Et tout à l'heure, on a parlé de Cheikh Anta Diop. Mais Cheikh Anta Diop est l'équivalent, à mon avis, du penseur chinois qui s'appelle Confucius. Alors pourquoi est-ce qu'on doit continuer à toujours citer les penseurs des autres? Ils sont bien pour leur société, ils ont été des génies dans le contexte de leur société, mais ils n'ont jamais parlé de l'Afrique, ces gens-là. Voilà. Alors toute l'Afrique subsaharienne, pour finir avec cet index, ne compte que 612 think tanks. Et le problème, voilà. C'est des succursales. Alors c'est des succursales, des think tanks. Avec des agendas bien précis. Alors vous êtes là pour servir l'agenda des autres. Il faut faire très attention au rôle des think tanks dans la pensée postcoloniale, parce qu'il est question pour les Africains de limiter l'impact de la pensée académiste, c'est-à-dire une pensée tournée vers la carrière des enseignants, chercheurs. Il faut que cette pensée sorte de l'entre-soi et rentre dans la société. Il faut de plus en plus de think tanks en Afrique, que ces think tanks fécondent la pensée et établissent un lien. Résoudre le problème des Africains. Établissent un lien entre la pensée et l'action pour résoudre le problème des Africains. C'est la raison pour laquelle cette trilogie postcoloniale, moi je l'ai fait dans le cadre d'un think tank que j'ai créé, 1 puissance 55, pour dire que l'Afrique est une seule puissance, même si elle a 54 pays et une diaspora, dont 54 unités. Nous voulons travailler
pour que cette Afrique soit une seule puissance. D'accord. Merci beaucoup. On va rapidement reprendre l'élément de DFTT Médié qu'on a manqué tout à l'heure parce que cet élément tombe fort à propos avec la pensée post-coloniale. On a vu que l'Afrique a fait beaucoup de choses pendant cette pandémie, a proposé des choses. Voilà une raison d'y croire que je vous propose de découvrir. Face à la pandémie de coronavirus qui frappe de plein fouet le monde entier, la recherche africaine se mobilise pour apporter une réponse contre le virus. Après la solution de Madagascar, c'est l'Université centrale en Tunisie, membre du groupe Honoris United Universities, qui a développé un respirateur imprimable en 3D et des équipements vitaux pour soutenir le personnel de santé dans la lutte contre la Covid-19. Des équipes de scientifiques, de médecins, d'ingénieurs, d'étudiants et de professionnels de Honoris United Universities ont développé un prototype de respirateur non évasif qui peut être fabriqué à moindre coût et rapidement via l'impression 3D. La conception du ventilateur est contenue dans un logiciel open source sans brevet, pouvant être téléchargé et reproduit par les pays du monde entier, en première place ceux africains ne disposant pas toujours de ressources financières importantes dans un environnement de conjoncture économique. Le kit non évasif comprend un masque protecteur imprimé en 3D qui se connecte à un insufflateur électrique dont le corps peut également être imprimé en 3D. Attaché à un insufflateur, le réservoir d'oxygène délivre une concentration d'oxygène aux patients préalablement définie. Une initiative saluée sur le continent qui met en valeur l'innovation et l'intelligence collaborative africaine pour la création devant renforcer le système de santé mondial. De retour sur le plateau de l'Afrique en débat, alors on vient de voir, c'est un respirateur fabriqué par des chercheurs tunisiens et mis en ligne en open source pour être développé dans tous les pays africains. On sait bien que l'une des choses qu'on déplorait dans le système sanitaire africain, c'était le manque de ces différents respirateurs. Et on voit que l'Afrique aujourd'hui, même s'il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire, professeur Jean-Emmanuel Pondy, on le reconnaît, fait déjà des choses qui peuvent être notées et qui donnent à espérer. Mais nous devons d'abord être les premiers à croire en cela. Et je n'ai pas toujours le sentiment que c'est le cas. Nous attendons toujours une caution venue d'ailleurs pour finalement croire. Mais je crois que les Tunisiens sont à féliciter. Et ça veut dire que tous les pays africains, je ne sais pas si d'autres pays, mais en tout cas les pays africains, peuvent utiliser cette technologie et la reproduire. Bien sûr. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va pratiquement conclure cette émission, mais j'aimerais, pour la conclure, venir sur quelque chose de fondamental dont vous avez parlé dans le livre, c'est la question de l'identité. Et tout à l'heure, j'ai bien remarqué que contrairement à ce qui est donné à voir, contrairement à la chanson qui est aujourd'hui entretenue à travers le mouvement Black Lives Matter, vous parlez d'Africains-Américains. Oui. Oui, je ne parle pas d'Afro-Américains. Oui. Et non plus de Noirs-Américains. Non plus. Alors, pourquoi? Parce que ça, c'est assez important. Oui, parce que quand on parle des Japonais, on dit Japanese Americans. Quand on parle des Chinois, on dit Chinese Americans. Quand on parle des Italiens qui sont établis aux États-Unis, on dit Italian Americans. Ce n'est que quand il s'agit d'une communauté d'Africains qu'on disait Negro Americans avant les années 60. Après, on a dit Afro Americans dans les années 70 et début des années 80. Et à partir des années 80, le révérend Jesse Jackson a officialisé l'appellation Africain-Américain en disant que nous venons d'un endroit géographique et nous ne devons pas être les seuls peuples à être identifiés par une couleur de peau plutôt que par une origine géographique. Nous venons d'un endroit qui s'appelle l'Afrique et nous sommes donc des Africains-Américains. Et je pense donc que c'est tout à fait pertinent. Ce sont des Africains-Américains. Quand on a tué George Floyd, on l'a tué parce qu'il est africain d'origine. C'est ça. Et donc l'Afrique doit comprendre que c'est notre affaire à nous. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. D'accord. Alors, docteur Simodium, sur l'Afrique post-coloniale, comment est-ce que vous comptez, justement, vous avez parlé de ce think tank que vous avez mis sur pied, comment est-ce que vous comptez procéder avec un 55? C'est quoi la démarche? La démarche de 1 puissance 55, c'est la pensée et l'action. Nous n'allons pas nous contenter de produire des articles, de produire des vidéos. Nous n'allons pas nous contenter de produire des livres. Nous avons déjà des chantiers avec des jeunes qui se sont rapprochés de nous d'une manière,
spontanée et avec beaucoup d'enthousiasme, nous sommes en train de mettre en place le cadre de la pensée. Nous aurons un site internet, nous aurons des plateformes sur les réseaux sociaux pour diffuser la dignité africaine, pour faire la promotion des héros de l'Afrique, pour faire la promotion des savants, des génies africains, des réalisations des Africains, utiliser les nouvelles technologies. Nous allons publier des livres pour démonter le révisionnisme de l'Occident, parce que nous pensons que ce révisionnisme est préjudiciable à la construction d'une conscience africaine. Beaucoup d'Africains sont complexés du fait qu'on leur dise que leurs ancêtres n'étaient rien, qu'ils n'ont rien fait et qu'ils ne sont rien et qu'ils ne peuvent rien faire. Nous voulons démonter tout ce discours qui est purement et simplement du révisionnisme. Donc nous allons le faire de 1000 manières que ce soit. Et nous n'excluons pas de passer à l'action à travers l'organisation des conférences, à travers l'organisation des journées de réflexion, à travers des actions de bénévolat. Nous allons ressusciter la pratique de l'investissement public, faire en sorte que les jeunes apprennent à prendre une journée, à descendre dans leur rue, nettoyer les caniveaux, participer à l'hygiène, à la salubrité de leur pays et donner une contribution concrète et ne pas toujours attendre demain ou ne pas attendre la manne. Parce qu'il faudrait que le jour où le jeune soit en position de décider, qu'il ait déjà une vision, une mentalité du bien-être de la collectivité, le bien-être du continent africain. Nous travaillons donc pour que l'Afrique soit une puissance. Mais nous allons commencer tout bas, avec des petites actions, avec des petits plaidoyers, afin que tous les Africains, afin que tous les Africains aient le bon logiciel et qu'ils pensent que l'Afrique est digne, qu'ils sont dignes, qu'ils peuvent réaliser de grandes choses et qu'ils peuvent challenger les autres et que l'intelligence est humaine. D'accord. Alors, professeur Jean-Emmanuel Ponzi, est-ce que vous comptez présenter ce livre au Sénégal? Parce qu'il faudrait peut-être penser à le faire pour réconcilier Cheikh Anta Diop et sa terre. Bien entendu, mais il n'a pas eu de problème puisque maintenant l'université, porte son nom, où il a été interdit d'enseigner pendant 23 ans, je crois, porte son nom. Quelle victoire! Je pense que le Sénégal fait partie vraiment des endroits où je souhaite venir pour discuter de ce livre, que ce soit à Dakar ou à Saint-Louis, parce qu'il était Saint-Louisien en réalité. Et donc je crois qu'il faut que nous discutions, que nous échangions et que nous mettions l'Afrique en avant. C'est de notre devoir. Ce n'est pas pour expulser les autres, ce n'est pas pour dire que les autres n'ont pas droit de citer, mais c'est pour dire que si vous n'êtes pas fier de qui vous êtes, vous ne pouvez apporter aucune bonne nouvelle à personne, où que ce soit dans le monde. Justement. Alors, l'autre combat à Vox Africa se situe justement dans la même lignée que vous. Tout à fait. C'est pour cela que justement nous avons créé récemment, nous avons créé récemment une nouvelle émission, Les Dossiers d'Afrique, qui vient justement sur les portraits de ces personnes-là. Récemment, on a parlé des hommes comme Jerry Rawlings, dont on ne parle pas toujours. Et nous avons dans cette émission, l'Afrique en débat, une rubrique que nous avons instituée qui nous permettra de sortir de l'émission, c'est devoir de mémoire. Très bien. Et dans ce devoir de mémoire, nous amenons les Africains à se souvenir de ces héros-là qui ont marqué justement le continent. Et pour cette première édition, nous avons choisi Patrice Emery de Lumumba, parce que comme vous vous rappelez, ça fait quelques jours que la République démocratique du Congo célébrait son indépendance. Le 30 juin. Le 30 juin, justement. Alors, on a choisi pour cette première édition de revenir sur Patrice Emery de Lumumba. Je vous propose de regarder ce devoir de mémoire. Très bien. Patrice Lumumba, héros de l'indépendance. Né le 2 juillet 1925 à Onaloa, Patrice Lumumba est ancien Premier ministre de l'actuelle République démocratique du Congo. Il est considéré comme un héros national dans son pays. Il a marqué l'histoire de l'Afrique par son engagement en faveur du peuple congolais qu'il voulait délivrer complètement de la domination des colons. De plus, son engagement en faveur du panafricanisme n'est pas à négliger. En 1958, Patrice Lumumba participe à la conférence panafricaine d'Accra au Ghana où il rencontre Kwame Nkrumah. Cette rencontre donne du tonus aux idées panafricanistes du Congolais qui fraternise avec des pionniers du panafricanisme comme Nasser, Nkrumah et Sékou Touré qui voulaient la liberté totale de l'Afrique. On retient de sa lutte politique l'image d'un martyr qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance de son pays. L'homme
a été de tous les combats pour l'indépendance du Congo. Sa détermination a favorisé son arrestation à plusieurs reprises. Son idéologie de lutte a été basée sur la non-violence, le courage, la détermination et la justice sociale. Patrice Lumumba était contre toute présence des puissances occidentales qui pillent les richesses des pays africains, et ce, jusqu'à ce jour. Patrice Lumumba a été assassiné le 17 janvier 1961. Malgré ce départ précipité, sa mémoire reste à jamais gravée dans l'histoire de l'Afrique. Merci à l'équipe technique pour cet élément. Nous revenons sur le plateau pour conclure cette émission. Professeur, je vous ai vu réagir. Vous n'étiez pas d'accord qu'on parle du sacrifice uniquement pour son pays, mais pour tout le continent. Il a toujours dit. Ouais. Il a dit qu'il ne se battait pas juste pour le Congo. En Afrique, quand on parle d'un nationalisme africain, c'est pour la libération de l'ensemble du continent. Et Cheikh Anta Diop parle d'une nation africaine. Il ne parle pas du Sénégal, il parle de tout le continent. Justement. C'était une précision assez importante à faire. Je vais vous remercier une fois de plus tous les deux d'avoir accepté de venir partager avec nous ces moments. C'était la première. C'est un grand honneur. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Absolument. Et surtout pour nos téléspectateurs qui nous suivent justement en direct. Je vais sortir, et j'insiste en recommandant ce livre parce que je pense qu'il est important. Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales. C'est un livre du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes, vous pouvez l'avoir via Amazon. Alors, précipitez-vous, essayez de l'acheter, lisez-le. Il vous enseignera beaucoup sur qui vous êtes et sur comment nous devons nous armer pour affronter les combats futurs. Mais autre chose, c'est qu'on peut retrouver d'autres publications du professeur Jean-Emmanuel Pondy, immigration et diaspora. Ce sera le thème d'un prochain Afrique en débat. Très bien. Aujourd'hui, il faut bien dire comment est-ce que l'Afrique doit se comporter avec sa diaspora. Surtout qu'elle a besoin de sa diaspora pour s'en sortir. Quel est le rôle que cette diaspora doit jouer. À côté de ça, vous avez d'autres livres sur Thomas Sankara, un autre ouvrage collectif, Repenser le développement à partir de l'Afrique. Oui. Un livre aussi que je recommande beaucoup puisqu'il revient à l'actualité sur Muammar Kadhafi. Oui. Et je crois que quelle leçon pour l'Afrique. Et ce qui se passe en Libye aujourd'hui. J'aimerais faire partie de ce débat que vous ferez sur l'immigration pour démonter les thèses des révisionnistes qui soutiennent en ce moment que l'Afrique est une menace pour l'Afrique, pour le continent européen. C'est scandaleux de leur part. Merci en tout cas. Madame, Monsieur, nous avons débordé. Normalement, le format, c'est 1h30, 90 minutes. Mais c'était tellement intéressant qu'on n'a pas vu le temps passer. On a dû aller à 1h45. Nous nous excusons. Prenons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne, bien sûr. D'ici là, prenez soin de vous. Bonsoir à tous.